Salut et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Ça va faire à peu près 2 semaines qu'on est en road trip sur la côte est australienne. On remonte de Sydney jusqu'à Cairns. De 2 jours on a fini, donc on en profite qu'il fasse beau et qu'on soit un peu tranquille pour vous faire le tour de notre van comme vous l'avez demandé. Notre van c'est un Toyota Yace, je crois que ça se prononce comme ça. Au niveau des dimensions, il fait à peu près 5 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Il faut faire attention, dans certains parkings vous ne pouvez pas vous garer, donc les parkings de centres commerciaux, de supermarchés, les parkings souterrains, vous ne pouvez pas, donc il faudra vous garer dans la rue. C'est un van qui est assez vieux, il a presque 20 ans, donc il n'est pas très récent, mais bon, il fonctionne bien. Au niveau du carburant, c'est un van qui fonctionne au diesel, il faut faire attention évidemment quand vous le remettez. À ce niveau-là, on a la bouteille de gaz. La bouteille de gaz fait 2 kg, alors il faut faire attention parce que dans les stations de service, on n'en trouve pas de ce format-là, du coup il faut la recharger. Pour la recharger, vous pouvez le faire en camping. Ça coûte entre 15 et 20, 25 $ pour la remplir complètement. Au niveau de l'autonomie, vous pouvez faire à peu près 3 semaines, je pense, en le remplissant peut-être 2 fois. Nous, on cuisine 1 fois par jour et pour l'instant, on en a encore beaucoup. À ce niveau-là, c'est pour remplir l'eau potable. Donc on a un réservoir de 50 litres. Il faut faire attention parce que ça part très très vite. Du coup, on utilise uniquement pour faire un tout petit peu de vaisselle ou se laver les mains. Et à ce niveau-là, c'est la prise électrique pour pouvoir recharger le van. Du coup, ce van n'est pas considéré comme un véhicule complètement autonome. Vous pouvez quand même voyager quelques jours en utilisant la réserve d'eau et le gaz, mais du coup, vous n'aurez pas d'électricité. Au niveau du poste de conduite, évidemment, on est en Australie, du coup, le volant est à droite. Vu que c'est un vieux véhicule, on a une boîte manuelle. Pour nous, en tant que Français, c'est pas trop un problème. Même si j'avoue que moi, au début, la boîte manuelle à gauche, c'était un peu compliqué. Le tableau de bord, il est assez minimaliste. Il y a juste un compteur de vitesse, un niveau d'essence. Par contre, il nous dit pas exactement combien de kilomètres on peut faire avec le restant d'essence. Pour ce qui est de la musique, on a un poste tout simple CD radio, mais vu que la radio capte quasiment pas, on a décidé d'investir dans une enceinte Bluetooth. Elle est nulle à chier, mais bon, ça fait l'affaire. Alors, l'avantage de ce van, c'est qu'on peut tenir debout dedans. Normalement, si vous faites moins de 2 mètres, ça passe. À ce niveau-là, vous avez le côté cuisine. Donc il y a un petit lavabo, l'eau potable du coup sort par ici. Le problème par contre de ce van-là, c'est qu'on n'a pas de réservoir pour récolter les eaux grises. Ça se déverse directement dans la nature. Donc quand on fait la vaisselle, on préfère plutôt le faire dans les campings. C'est un peu moyen de balancer l'eau savonneuse dans la nature. Du coup, dans certains campings, parfois ils refusent les vannes comme les nôtres qui ne sont pas autonomes parce que tu risques de déverser ton eau grise dans la nature. Et au maximum, si vous avez ce genre de vanne, peut-être utiliser du liquide vaisselle biodégradable pour éviter de polluer, quoi. À ce niveau, on a le côté cuisson, donc on a 2 brûleurs qui sont alimentés par la bouteille de gaz, comme je vous ai dit, qui est à l'extérieur. Ça fonctionne très très bien, un peu petit je trouve par contre, mais bon. On se débrouille. Ici, vous avez le micro-ondes qui fonctionne uniquement si on est branché à l'électricité. Ça, par contre, c'est un peu chiant. C'est pareil pour les 2 prises qu'on a ici. Elles fonctionnent uniquement si on est branché à l'électricité. Pourtant, on a une batterie auxiliaire qui se recharge quand on conduit et qui alimente le frigo, par contre, tout le temps. Mais elle ne permet pas d'alimenter micro-ondes et prises si on n'est pas branché. Donc ça, c'est un peu embêtant. Le frigo qui est relativement spacieux. Donc voilà, pour 2 personnes, on peut quand même ranger pas mal de choses. Attention quand vous roulez, pensez vraiment à le fermer. Pareil pour tous les tiroirs, vous avez des boutons un peu poussoirs qui permettent de bloquer la fermeture des portes. Nous, ça nous arrive régulièrement d'oublier. Du coup, quand on est sur la route, on entend des choses se casser la figure, donc on peut faire attention à ça. Au niveau du frigo, donc il va de 0 éteint à 5 maximum. C'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à 5, franchement, sinon ça vous fait un congélateur. 3, c'est pas mal pour bien maintenir au frais. Il y a une erreur qu'on a fait au début. Il est conseillé de mettre sur 1 la nuit parce que c'est vrai que le frigo fait assez de bruit. Mais si jamais vous vous branchez pas régulièrement à l'électricité, il a vraiment du mal à se refroidir, donc restez peut-être sur un chiffre du style 3 ou 4. À ce niveau-là, on a une espèce d'étagère sur laquelle on peut ranger pas mal de choses. Là, on a les coussins pendant la journée, on a un peu d'électronique, on a une bouilloire et un grille-pain qui sont fournis par l'agence de location. On a investi dans un gros thermos parce qu'on adore boire du thé et celui-là est pas mal parce qu'il peut garder l'eau chaude pendant 3 ou 4 jours. À ce niveau-là, vous avez le côté salon, salle à manger. Donc il y a 2 banquettes qui sont quand même assez grandes. Vous pouvez installer donc la petite table à manger qui est démontable. Nous on la laisse tout le temps comme ça, sauf quand on dort évidemment, mais quand on roule en fait on la tourne sur le côté et on cale en fait la couette en dessous pour bien la caler. À ce niveau-là, donc vous avez un lit parce que normalement ce modèle de van permet d'accueillir 3 personnes. J'avoue que 3 personnes ça peut faire un peu serré, ou alors un couple et un enfant. Mais en fait vous avez des planches à ce niveau-là que vous adaptez en haut et ça vous fait en fait un 2e lit. Nous on les laisse tout le temps comme ça parce qu'on n'en a pas besoin, on s'en sert de rangement, on a nos vêtements, nos trousses de toilette, etc. Du coup notre lit en fait c'est aussi ça, la table on la cale par là-bas, il y a des petites planches en fait qui sont fournies,
On ajuste les coussins et en fait ça nous fait vraiment un lit énorme. Ça prend vraiment toute la place et on est super confortable. Alors là on est au mois de juillet, donc c'est l'hiver en Australie. Mais en termes de température ça va. On a commencé vers Sydney, il faisait un peu froid la nuit, mais vous avez un petit chauffage d'appoint qui est fourni dans le van. On ne l'a pas utilisé une seule fois, mais bon, si vous décidez de faire un voyage road trip un peu comme nous au moment de l'hiver, ça va. Avec les 2 UV qu'on a, on n'a pas eu froid du tout. Et le petit chauffage d'appoint, il fonctionne uniquement si on est branché sur la prise, du coup si on est raccordé à l'électricité. Ce qui est bien avec ce van, c'est qu'il y a des fenêtres un peu partout. Du coup, on peut bien aérer le van parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup d'humidité. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur chaque fenêtre, il y a des moustiquaires. Du coup, il n'y a pas de risque que des insectes ou quoi que ce soit rentrent dans le van. Voilà, on vient de faire un tour du van. Maintenant, on va vous expliquer un petit peu, nous, malgré la petite expérience qu'on a sur la location de van et le voyage en van, ce qu'on a noté à faire attention et les petites infos qu'on peut vous donner. Donc ça concernera essentiellement l'Australie, la côte Est. Et on refera à peu près le même genre de vidéo vu qu'on va louer aussi quelque chose pour les États-Unis. Donc on fera si besoin une partie 2 en complémentant un petit peu les informations, quoi. Du coup, au niveau du van en Australie, vous avez le choix entre acheter un van ou le louer. Nous, on a opté pour l'option location parce qu'on restait vraiment pas longtemps, 3 semaines, ça valait pas du tout le coup d'acheter. On vous conseille d'acheter si vraiment vous partez plusieurs mois, 1 année, 2 ans, voilà, parce que vous allez rentabiliser le prix du van et puis vous pourrez vraiment le customiser à votre goût. Là, pour 3 semaines, c'était pas nécessaire, quoi. Pour chercher le van, on est parti sur internet. On est allé sur un site qui s'appelle Motorhome Republic. En fait, c'est un site de comparateur, un peu comme Skyscanner, ce genre de site pour les billets d'avion. Vous rentrez en fait les critères que vous voulez. Et ils vous font une petite présélection de véhicules. Et quand ça vous va, vous envoyez une demande et si jamais le van est disponible, et vous le louez en fait via ce site-là. Donc nous, le comparateur, comme je vous ai dit, c'était Motorhome Republic, mais vraiment l'agence qui nous a loué le van, c'était Auto Slippers. Ils sont basés dans toute l'Australie, quasiment. Nous, évidemment, on est passé par l'agence de Sydney, hein, et puis c'est la même agence qui a réceptionné le van à Cairns. On l'a loué pour exactement 18 jours. Ça nous a coûté environ 600 €, donc la location plus les frais en fait, parce qu'on n'a pas déposé le van au même endroit où on l'a pris. Donc ça engendre des frais, faut le savoir. Les frais one way. Les frais one way. Donc ça c'est le cas vraiment partout dans le monde, c'est normal, hein, parce que eux ils vont s'embêter après à ramener le véhicule là où vous l'avez pris, enfin voilà, c'est normal. Au niveau de l'assurance, vous avez le choix, donc soit vous passez par l'agence qui vous loue le van, donc nous ça aurait pu être Auto Slippers, mais on a choisi de prendre l'assurance de Motorhome Republic, donc le site comparateur, parce que ce qu'ils nous proposaient c'était bien. Au niveau du prix, pour 18 jours pour le van, on a payé à peu près 170 €. Donc ça couvrait vraiment tout, c'est-à-dire les petits accidents, le vol, la casse, si on était percuté par un animal, parce que ça peut arriver, si vous avez une crevaison de pneus, ce qui nous est arrivé, voilà, ça nous a vraiment sauvé parce que je pense que ça aurait été assez cher. En fait, comment ça marche? Donc soit vous avancez certains frais, ce qui a été notre cas, on a dû remplacer un pneu, donc on a payé et après on a envoyé la facture et ils nous ont remboursé, ou alors c'est eux qui prennent directement en charge certains frais. Au niveau de l'assurance, donc nous on est passé par eux parce que c'était pas très cher et que ça couvrait beaucoup de choses comme elle a dit Jeanne. Mais le petit désavantage de passer par une assurance qui n'est pas directement fournie par ton loueur, c'est que du coup il faut souvent avancer des frais. Alors que quand on a eu par exemple le remorquage, si on avait pris l'assurance directement chez Auto Slippers, on n'aurait eu rien à avancer. Alors que là en fait ils nous ont pris je sais plus 180 $ à peu près sur notre caution et ça on doit se le faire rembourser par notre assurance. Donc voilà, il y a quand même des petits désavantages on va dire à passer par une assurance tiers. Je pourrais pas dire la différence de prix avec l'assurance Auto Slippers, mais c'était tellement pas cher Motorhome, c'est à peine 10 € par jour qu'on s'est dit bon allez, et puis on a bien fait parce que si on n'était pas passé par eux, ça nous aurait coûté 2 fois plus cher vu les petits accidents qu'on a eu. Juste faire attention, voilà, si vous savez que vous avez un budget assez large, vous pouvez vous permettre d'avancer des frais. Mais si vraiment vous avez un budget un peu ric-rac, ils vont mettre quand même un petit délai à vous rembourser, donc c'est à savoir. Alors évidemment, nous on était en Australie, donc il fallait absolument le permis de conduire international, donc ça le gars de l'agence l'a vraiment vérifié. Et en plus de ça, il vérifie aussi le permis français, parce que tu peux avoir un permis international alors que ton permis français n'est plus valide, parce que ça évidemment ils peuvent pas le vérifier, quoi. Donc il faut vraiment les 2 permis. Alors les péages en Australie, en soi c'est pas trop problématique, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns à Sydney, quelques-uns à Brisbane, mais tu peux vraiment les éviter facilement. C'est surtout autour des grandes villes. Voilà, surtout autour des grandes villes. C'est pas très cher, c'est genre
$1, $4 les plus chers peut-être. Sauf qu'il faut vraiment y faire très attention. Donc soit tu les évites et voilà, comme ça c'est réglé, sauf que bon, si tu vas aller dans les villes et tout, ça peut être parfois un peu compliqué. Sinon il y a plusieurs solutions. La première c'est de prendre de louer en fait comme nous chez nous les télépéages, parce que là-bas tu peux pas payer par carte ou par pièce, c'est uniquement par ce petit badge de télépéage. Donc soit tu en loues un par ton agence de voyage avec un forfait dedans de 20 ou $50 par exemple, chose qui ne sert strictement à rien parce que tu vas vraiment dépenser très peu. Sinon tu peux avoir quelqu'un qui te prête ce télépéage, nous c'était le cas. Et la dernière solution, c'est de prendre les péages de manière classique et en fait après tu verras il y a des panneaux avec écrit que tu as entre 2 à 4 jours, ça dépend des endroits, pour payer le péage. Donc pour ça il faut te rendre sur leur site, tu rentres ta plaque d'immatriculation, il faut ouvrir un compte, il faut mettre de l'argent dessus et ensuite ça te prélève. Sauf que nous par exemple on a dû le faire parce que le bip il n'a pas marché pour un péage. Donc je crois que c'est $25 minimum, oui. Je crois que c'est ça, c'est voilà, c'est $25 minimum que tu peux mettre sur le compte, sauf que comme je te dis, les péages c'est 1 ou $2 et du coup on n'a clairement pas utilisé tout l'argent qu'il y a dessus et je suis en train de voir pour fermer le compte, je pense que ça va être possible et ils nous remboursent, mais bon bref, voilà, ça marche plutôt bien mais ça prend un peu de temps, c'est un peu relou, donc le mieux c'est quand même d'avoir le petit badge, mais je sais pas si c'est forcément utile de le louer et de prendre un forfait de $50, sachant que tu dépenseras jamais ça. C'est vrai que c'est un peu embêtant parce que nous en France, quand on passe un péage, il y a vraiment des guichets physiques. Voilà, ouais, c'est ça. Soit tu passes avec ton télépéage, soit tu payes à la borne, etc. Là, en fait, c'est juste une arche, il n'y a rien du tout. Il y a juste l'arche, tu passes en dessous et puis c'est tout, quoi. À savoir qu'en plus, si jamais tu prends un péage et que tu n'as pas fait gaffe aux panneaux, parce que il n'y a pas écrit péage, il y a juste écrit avant des panneaux pour t'indiquer que tu vas prendre un péage. Mais au moment où tu passes sous l'arche, il n'y a rien d'écrit. Si jamais tu fais pas attention et que la facture du péage va à ton agence de location, ça va te coûter très cher. Parce que pour un péage à $2, tu vas te prendre des frais de l'État. Donc je sais pas c'est combien exactement, mais c'est peut-être $10. Et nous, par exemple, Autosleepers prenait $44 de frais. Par péage. Donc après, tout ça avec l'envoi et tu payes. Donc pour un péage à, je sais pas, $2, tu te retrouves à payer $50. Nous par exemple, je pense qu'on a dû prendre, on va dire, à peu près 6-7 péages. T'imagines si tu multiplies $50 par 6 ou 7, ça fait très cher. Donc voilà, donc il faut faire très attention aux péages, il n'y a rien de compliqué. Le mieux c'est peut-être de les éviter vu qu'il n'y en a pas beaucoup et puis voilà. Ensuite, une fois que vous avez réservé le van, vous arrivez à l'agence, vous le récupérez, vous allez faire l'état des lieux avec un des gars de l'agence. Attention, de bien faire l'état des lieux, c'est-à-dire avec lui vérifier vraiment chaque égratignure, prendre des photos de la moindre détérioration, du moindre truc qui vous semble suspect ou qui pourrait vous reprocher après, parce que nous comme des idiots on l'a pas fait. C'est vrai qu'on avait confiance en l'état des lieux qu'on a fait avec le gars sur Sydney. Il y a des petites choses que lui n'a pas notées sur le papier. Donc nous on s'est dit c'est pas grave, c'est juste de l'usure, et en fait quand on a rendu le van à Cairns, il y a des petites choses qui étaient usées. Et le gars nous a dit désolé, oui ok ça se voit que c'est vieux, mais vu que c'est pas noté sur le compte rendu, je dois quand même le signaler. Notamment c'était le siège conducteur, à force que les gens montent et descendent, ça s'était usé et puis le tissu ça faisait un trou quoi. Et ça le mec me dit je dois le noter, c'est pas écrit, mais ça se voit clairement que c'était un trou qui datait de très longtemps. Donc évidemment on n'a pas été facturé pour ça, mais si jamais vous tombez sur une agence qui est un peu chiante, un peu moins sympa, ils pourraient vous facturer en disant voilà c'était pas sur l'état des lieux, donc on vous le facture quoi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à prendre des photos. Le gars de toute façon nous a dit si vous voulez prenez des photos. Nous on l'a pas fait, alors que pour toutes les locations qu'on a fait depuis le début de l'année, on l'a fait. Là on sait pas pourquoi on l'a pas fait. Vraiment faites-le, prenez de partout, même des trucs assez bêtes, genre le plafond, mais prenez tout en photo, au moins voilà ça fera garantie. Ça fera une garantie et ça évitera les débats interminables quoi. Autre chose, si jamais comme nous vous réservez le véhicule en ligne et que du coup vous découvrez le véhicule uniquement le jour où vous le récupérez, demandez peut-être une liste exacte des équipements qui sont fournis, parce que parfois ils donnent un peu plus que ce qu'on s'attend. Par exemple on a eu une râpe, on a eu une balayette, enfin plein de choses comme ça. On a eu un chauffage, alors que normalement c'est un supplément. Alors que normalement c'était pas compris, et nous du coup on a anticipé, on a acheté des petites choses avant qu'on a dû laisser à Sydney. Qui servent à rien. Au final c'était pas grave, c'était pas très cher, mais voilà, ça nous aurait évité d'acheter ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à demander. Au niveau du tour du van, il y a des choses qui sont assez difficiles à voir et on n'a pas pu s'en rendre compte, mais on a eu une fuite au niveau du toit en ayant vraiment fait un tour très précis et surtout en ayant eu un peu d'expérience. Peut-être que pour le prochain on sera moins à voir. C'était visible qu'il y avait sûrement une fuite à cet endroit là, et donc on aurait pu, je sais pas, peut-être demander un autre van ou bref peu importe.
Mais voilà, il faut pas hésiter vraiment à prendre son temps. De toute façon, le mec il a que ça à faire normalement, hein. Et tu prends ton temps, tu fais vraiment tout le tour, poser plein de questions, notamment sur tout ce qui est batterie, le système d'eau, etc. Parce que c'est le genre de truc, si ça tombe en panne, ça fait vraiment être la galère. Au niveau des courses, tout ce qui est alimentaire, matériel et tout, il y a de grandes enseignes assez connues et que vous retrouvez très régulièrement un peu partout en Australie. Pour ce qui est alimentaire, nous principalement on a fait Coles. C'est un peu un carrefour. On alternait parfois avec Aldi, parce que c'est l'équivalent de Lidl, hein, c'est pas cher. De toute façon, Aldi aussi en France, notamment vous connaissez, Coles et Aldi. Régulièrement, on allait à Big W, donc c'était pour des petits équipements. Il y a de l'alimentaire, mais il y a surtout il y a de tout en fait. Il y a des jouets, il y a des vêtements, des accessoires pour la maison. On a acheté un support pour le téléphone, on a acheté une mini enceinte. Donc voilà, Big W, vous en trouvez vraiment dans toutes les villes. Pour ce qui est des petites réparations, voitures, matériel, je sais pas, oui pour la voiture quoi. Bob et Jane, vous en trouvez aussi régulièrement. C'est l'équivalent de Noroto. Ouais, je pense. Ouais. Au niveau des prix, c'est à ce niveau-là, je trouve. Bah ouais, nous c'est là où on a fait changer notre pneu. Franchement, c'était hyper rapide, le service impeccable, c'était pas très cher. Enfin, quand on s'est dit, il va falloir qu'on change un pneu. Enfin, au final, on en a réparé un et changé un. On se flippait un peu du prix et au final, c'était très raisonnable. Ça nous a coûté peut-être $115. Ah ouais. Et du coup, ça va faire un truc comme 70 ou 80 €, tu vois. Donc c'est vraiment pas très cher. Mais de toute façon, de manière générale, la côte test, il n'y a pas trop de soucis sur tout ce qui est magasin, etc. Parce que c'est quand même pas mal urbanisé, donc des fois tu peux faire des zones où vraiment il n'y a pas grand chose, mais ça va durer, allez quoi, 400 km, 300 km maximum. Après, c'est sûr que tu retomberas au moins sur une petite ville où il y aura une station-service, un petit magasin et tout. Donc la côte test, c'est pas très problématique de ce côté-là, quoi. Ayez quand même de petites réserves au cas où, voilà, vous êtes sûr que pendant 48 heures vous allez vraiment rouler dans les terres, mais voilà, ça m'étonnerait que pendant 24 heures vous ne trouviez pas de station essence ou quoi que ce soit. Ça va. Concernant justement les stations-service, bon, il y en a vraiment partout. La moins chère qu'on ait trouvée, c'était United, c'était une des moins chères. Et après, il faut savoir que tu as pas mal de réductions, par exemple avec Coles, donc c'est un magasin où tu peux acheter ta nourriture, mais tu as aussi la station-service. Et si jamais tu as ton ticket de caisse, comme quoi que tu as acheté au magasin de la nourriture, tu as 4 centimes de réduction par litre. Et du coup, parfois, ça se rejoignait avec United sur les prix à certains endroits. Le prix de l'essence, il est vraiment pas très cher, puisque c'était à peu près $1,50 le litre, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Avec la conversion en euros, ça revenait à peu près à 90 centimes le litre. Donc c'est pas cher pour nous, quoi. Pour pouvoir dormir avec le van, bon, tu peux dormir à peu près n'importe où normalement, mais en ville, si tu dors devant chez les gens, c'est pas impossible qu'ils appellent les flics, voilà, ça se fait pas trop. Du coup, de voyager en van en Australie, c'est un truc qui est quand même super répandu, donc il y a des camps un peu partout. Donc t'en as des gratuits, et t'en as des payants, et t'en as des payants très chers. Donc pour savoir où est-ce qu'ils sont, il y a plusieurs applications. Nous on a commencé avec Wikicamps, qui est gratuite 15 jours cette application. Elle est pas mal, mais en fin de compte, on a téléchargé une autre qui s'appelle Campermate et qui, au final, est carrément mieux et qui est gratuite. Et t'as vraiment plein d'infos dessus, les commentaires des gens, les prix, tu peux faire plein de tri par rapport à ce que tu veux, bref. Alors, à quoi ressemblent ces camps? Donc, c'est un peu comme des campings. Les gratuits, c'est vraiment comme des aires de repos, des aires d'autoroute. Donc voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'emplacement, hein. C'est chacun se met là où il veut, c'est un peu à la sauvage. Il n'y a pas d'électricité, donc tu pourras pas te brancher, il n'y a pas d'eau, dans le sens où tu ne pourras pas recharger en eau potable. Par contre, il y a des toilettes. Les douches, si tu en trouves sur les camps gratuits, c'est pas vraiment des douches à proprement parler. Ce sera des douches à l'eau froide. Et ça ressemble plus un peu à des douches de plage. Donc puis l'hygiène est approximative. Ouais, voilà. Donc autant attendre la journée suivante pour te doucher dans une vraie douche, quoi. Donc nous, sur la fin du séjour, c'est surtout pour ça qu'on a opté. Parce que ça nous convenait tout à fait. On est arrivé quand même à tenir 2-3 jours avec le van sans se recharger régulièrement. Mais au début du séjour, on est allé sur des camps payants. Donc ceux-là, ils ressemblent un peu plus à des campings. Donc en fait, souvent, c'est une partie camping. Tu as des bungalows avec des caravanes, etc. Et puis tu as des petits emplacements où tu peux te brancher en électricité, en eau, où tu as des vraies douches en dur propres, des toilettes très propres. Souvent, tu as machine à laver, sèche-linge. Ça arrive aussi que tu aies des petits emplacements pour faire ton petit barbecue, pour faire ta vaisselle. Des fois, une cuisine, des fois, c'était hyper bien équipé, avec des toasters. Et de temps en temps, si vraiment tu es en galère de nourriture, tu peux avoir des mini supérettes dans le camping, mais par contre c'est assez cher, donc c'est vraiment pour te dépanner, quoi. Et au niveau des prix, tu as toutes les gammes. Tu peux aller de $10 par nuit, non alimenté, et après ça augmente en fonction de la prestation, de la
qualité du camping, parfois il y a des piscines, parfois et là, ça des monte trucs de fou, très cher. Donc voilà, après je veux dire, si tu montes sur des prix comme ça, autant aller à l'hôtel, hein. Mais bon, voilà, t'as vraiment de tout, et t'en as vraiment sur tout le long de la côte Est. Alors attention quand même au niveau des campings, notamment gratuits, donc c'est super pratique, parce que ça coûte rien, et puis souvent, bon, c'est un peu placé près de la route, mais ça va. Par contre, ça se remplit à une vitesse. Très vite. Attention, parce que nous on était en hors saison, et donc il faisait nuit aux alentours de 17h, 17h30. Si t'arrivais à ce moment-là, souvent c'était quasiment plein. Donc nous on avait un petit van, donc ça passait, on pouvait se mettre dans un coin. Mais si t'avais un gros truc, c'était mort, c'était impossible de se garer. L'avantage des campings payants, c'est que souvent il y a de la place. Par contre les prix, ça va, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Comme elle a dit, tu peux avoir des trucs à 5 ou 10 $. Alors des fois c'est facturé au van, des fois c'est facturé à la personne. Donc si t'es 2 ou 3 ou 4, ça change le prix. Il y en a certains, des fois tu vas payer 15 $ par personne, donc comme tu vas payer 30 $ pour des endroits où il n'y aura pas de douche. Il y aura juste des toilettes et tu seras dans un champ. Et il n'y aura pas d'électricité, donc autant faire un camping gratuit quoi. Enfin voilà. Et à côté de ça, des fois tu vas pouvoir payer 20 $ et tu seras alimenté. Enfin les prix c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et là les prix qu'on vous donne c'est pareil hors saison, pour nous c'était en hiver. Donc quand tu vas voir sur le site de certains campsites, tu vois que les prix ils triplent l'été quoi, donc vers décembre tout ça les prix ils triplent, donc c'est n'importe quoi. Pour réserver les campings gratuits il n'y a pas besoin, juste tu y vas et s'il y a de la place tant mieux, voilà. Et les autres, soit tu pouvais réserver directement sur le site, soit tu les appelles, ou alors sinon tu te présentes directement, mais il faut pas y aller trop tard parce qu'il y en a certains après une certaine heure il y avait plus personne en fait, donc ils te laissaient la clé pour accéder à l'électricité, les toilettes, tout ça dans un coffre-fort par exemple. Ouais, donc si vous savez que vous allez arriver tard, n'hésitez pas à appeler dans la journée. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir votre emplacement. Parce que ça sera un peu chiant d'arriver à 22h et que ce soit complet ou qu'il n'y ait personne à l'accueil, quoi. Attention aussi aux horaires de check-out. Ouais, c'est assez tôt. Parce que souvent, voilà, c'est 10h à peu près à l'heure du check-out. Donc ça peut vite arriver si tu veux faire une petite grasse mat. Et d'ailleurs, c'était un petit peu énervant parce que des fois, on voulait rester un peu plus tard pour pouvoir, je sais pas, s'organiser ou quoi. Tu vois que le camp, il est vide. Et pourtant, il t'oblige à partir à 10h. C'est un peu dommage, mais bon. Alors au niveau du voyage en van, c'est possible quand même tout le long de l'année en Australie. Regardez, nous on est venus en hiver, c'était possible. Ouais, ça va. Voilà, quand on était dans le sud, il faisait un peu frais, mais c'était supportable. Il faut juste savoir qu'en fonction des saisons, vous aurez plus ou moins d'activités. Parce que c'est logique, hein, en pleine saison, il y en aura beaucoup plus, mais par contre ce sera plus cher. Comme l'a dit Joe, en pleine saison, ce sera très très bondé. Donc pour trouver un campsite où il y aura de la place et pas trop cher, peut-être faudra réserver en avance. Donc voilà, essayez de voir un peu vous ce qui vous arrange. Comme je viens de vous le dire, au niveau des températures, nous l'hiver c'était vraiment bien. Étant donné qu'on faisait du sud au nord, les températures ne faisaient qu'augmenter et c'était très supportable. Et puis au final, on se rend peut-être pas trop compte, mais dans le van, il a tendance à faire assez chaud, vu que c'est petit, ça confine la chaleur. Donc quand la nuit, il faisait, je sais pas, il devait faire 10 degrés dehors, au final, on était vraiment très bien. Alors que quand on a commencé à arriver vers Cairns, où il faisait plus dans les 20 et quelques degrés, il commençait à faire très chaud. Nous, ça nous correspondait parce qu'on savait qu'on n'avait pas non plus faire beaucoup d'activités style surf, etc. Et en termes de prix, c'était vachement plus avantageux. Maintenant, si tu veux faire du surf, si tu veux beaucoup profiter de l'eau, même si elle n'est pas ultra froide, elle est quand même froide. Donc, parce qu'il y a des surfeurs, hein, on en a vu tout le long de la côte, mais bon, c'est peut-être pas le même plaisir que l'été, quoi. Donc voilà un petit conseil sur le voyage en van qu'on a fait en Australie. Donc fatalement, c'est non exhaustif. Donc si jamais toi, tu as des choses à ajouter, tu peux les mettre en commentaire. On n'hésitera pas à faire une deuxième vidéo si besoin après notre retour d'expérience des États-Unis. J'espère que la vidéo t'a plu, puis qu'elle t'aidera peut-être à organiser ton voyage en Australie ou ailleurs en van. Faire attention à toutes ces petites choses qu'on a pu vous donner. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, le voyage continue. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Salut!